qu'on avait vu au niveau de la PCR, c'est en fait, si vous regardez au niveau de la PCR de manière générale, ce que vous avez vu en TP, qu'en général, on a une amplification qui est 2 à la puissance n. Et donc, les 2 à la puissance n, là, au cours du temps, c'est une phase qui est normalement exponentielle. Exponentielle, donc ça va augmenter comme ça. En fait, si on voudrait dire exponentielle, tout simplement, vous connaissez les courbes exponentielles. Voilà. Alors, les courbes exponentielles, il faudrait que vous arrêtez vos micros, s'il vous plaît. Micro, il faudrait arrêter les micros. D'accord? Donc, si on voudrait avoir... D'accord? Si on, ça, c'est les cycles. C'est le n. Et ça, vous avez le nombre de copies ou bien le nombre de molécules, les molécules qu'on obtient, obtenues par PCR. Donc, plus, c'est-à-dire si vous avez une seule copie, après un cycle, vous allez avoir 2. 2 cycles, vous allez avoir 4. 3, 8. Pardon, comme ça. Et vous allez avoir une courbe qui va être, voilà, 2, 4, là, c'est 8. Donc, c'est une courbe qui est exponentielle, tout simplement. Elle va être comme ça. C'est ça la courbe exponentielle. D'accord? C'est 2 à la puissance n. Alors, vu combien, en fait, là, qu'on a mis au niveau au départ, on a mis une quantité d'amorce. D'accord? Et, bien sûr, l'amorce, la première amorce, une quantité d'amorce au niveau 2, et vous avez également mis votre matrice. Vous avez votre matrice dans votre tube. Donc, dans le mélange réactionnel que vous avez tout un mélange, la matrice, les amorces. D'accord? Vous avez également les DNTP, le tampon, et vous avez également votre enzyme. Donc, c'est un ensemble que vous allez avoir. Il faudrait avoir la matrice que vous allez dénaturer, les amorces qui vont s'hybrider, et puis il y aura de la synthèse. Donc, c'est ça ce que vous avez au niveau de ce tube. Mais la quantité d'amorces, là, tout ce qui est attendu, c'est-à-dire on va produire des milliards, plus ce n'est pas des centaines de milliards. Donc, à un moment donné, ça sera presque impossible d'arriver à ça. Impossible d'arriver à ça. Parce que qu'est-ce qui va arriver au cours du temps? Au départ, vous avez votre molécule d'ADN que vous allez dénaturer. Je vais mettre comme ça. Vous allez dénaturer. Vous allez avoir vos amorces qui vont se fixer. D'accord? Ils vont produire. Mais là, dans le tube, au départ, vous avez une quantité d'amorces, vous allez avoir plusieurs amorces, c'est-à-dire des amorces en quantité, c'est-à-dire suffisante, et on va favoriser cette hybridation des amorces par rapport à l'hybridation de l'ADN. L'hybridation qui est favorisée au départ, parce que vous allez avoir assez de molécules d'amorces, et donc vous allez avoir assez d'hybridation, vous n'allez avoir pas de problème, ça s'hybride rapidement, parce que vous avez une quantité importante d'amorces. Alors, au cours du temps, vous avez synthétisé de l'ADN. Bon, ça va rester au cours du temps, c'est-à-dire des cycles de PCR. Supposons une dizaine ou vingtaine de cycles.
Ça va représenter rien du tout, cet ADN. Mais vous allez avoir tout ce que vous avez synthétisé, qui est ça, qui a été synthétisé et synthétisé. Vous allez avoir des molécules qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Énormément de molécules. Vous allez avoir. Et bien sûr, en même temps, bien sûr, au niveau de cette partie-là, vous avez eu, c'est-à-dire que vous avez des amorces qui étaient au départ à l'origine de ces molécules. Et donc, énormément de molécules que vous avez synthétisées amplifiées, mais vous avez consommé au niveau de ce pool d'amorces, de cette quantité d'amorces, et n'est plus la même. La quantité, là, d'amorces a diminué. Et comme il diminue, là, ce qu'on va favoriser après la dénaturation et l'hybridation, on aura, les brins peuvent se réassocier plus rapidement qu'avec l'hybridation. Parce que là, la quantité d'amorces a diminué d'une part, ça va être épuisé, mais en même temps, plus vous allez dans les cycles, plus vous allez avoir ces brins-là quand on va les dénaturer, après dénaturation, dénaturer, vous avez également les amorces, ils sont en petite quantité maintenant. Donc, on aura beaucoup plus de favoriser des réassociations. Et là, dans certains cas, on aura des hybridations. D'accord? Mais là, on a beaucoup plus maintenant de réassociations. Plus on va dans le temps, plus ça va beaucoup plus, on va épuiser la quantité d'amorces et plus on va avoir beaucoup plus de réassociations. Et l'efficacité, au lieu d'avoir les 2 à la puissance n, au lieu d'avoir 2 à la puissance n, on n'a plus de puissance n. On a 1, quelque chose à la puissance n. Ça, plus on va dans les cycles, on n'a plus cette phase-là qui est exponentielle. Et en fait, ça va changer. Ça va diminuer dans le temps. Et c'est ça ce qu'on voit ici. Au lieu d'avoir, regardez là, la phase elle est exponentielle, on va passer après jusqu'à saturer tout ce qu'on a sur le milieu, dans le tube, et ça va être stationnaire. Phase exponentielle, elle est là. Voilà la phase exponentielle. C'est ça. Ça, c'est l'exponentielle. C'est 2 à la puissance n. Elle est là. Mais après, ça va devenir un peu linéaire comme ça. Et après, ça va y aller vers la saturation. Bien sûr, également, les nucléotides, on a épuisé les nucléotides et également les amorces en totalité. Et ça va y aller, ça va être constant. À un moment donné, on ne synthétise rien. Alors, en fait, ce que vous voyez au niveau de TP, ce que vous avez vu au niveau de ce qu'on appelle la PCR conventionnelle, ce que j'appelle la PCR conventionnelle, que vous avez vu en TP, la traditionnelle, c'est-à-dire on regarde cette partie-là, à ce niveau-là. C'est ça ce qu'on regarde. C'est le point final. C'est pour ça qu'elle est saturante. On parle de la PCR, elle n'est pas quantitative, elle est saturante. Saturante parce qu'on voit cette partie-là stationnaire. Donc, ce qu'on voit au niveau de la PCR conventionnelle, ce que vous avez vu au TP, ce qu'on voit, c'est la partie finale, c'est la partie saturante. C'est cette partie-là. Et en fait, là, regardez, même quand vous regardez, là, on a mis 96 répétitions de plusieurs, c'est la même chose, on a refait la même chose, plusieurs tubes. Regardez ce qu'on obtient. On obtient des différences, mais généralement, on obtient un point final qui est presque avec des quantités différentes, mais ça ne donne pas la quantitative. On a commencé avec le même nombre de copies, ça vous donne des résultats un peu différents, mais ça, c'est une PCR conventionnelle, saturante, ça dépend de l'efficacité, ça dépend de plusieurs points. Et donc, ce qu'on obtient à la fin, c'est quelque chose un plateau. Mais si on voudrait savoir la quantité au départ, si on a un moyen de regarder ça, ça va nous donner, à partir de ça, on peut déterminer, parce que si on a le 2 à la puissance n, on peut réaliser une détermination de la quantité initiale dans le tube. La quantité initiale dans le tube, on peut la déterminer si on est dans cette phase-là, parce qu'on sait que 2 à la puissance n, donc là, on peut déterminer ce qui était au départ. À partir de n cycles, on détermine le n, on peut déterminer ce qu'on avait au départ.
C'est grâce à cette partie-là qu'on peut faire de la quantitative. Si on arrive à ici, on n'a plus de quantitatif. Donc là, notre souci, c'est-à-dire, parce que dans la PCS que vous avez vu, là, c'est très difficile de réaliser la quantitative. Ça, on ne peut pas faire de la quantitative. Ça, c'est final. Si on voudrait réaliser, regarder le quantitatif, c'est au départ. C'est les premiers cycles. Au niveau de quelques cycles, au départ, on peut déterminer la quantité qu'on avait au départ. Et donc, c'est pour cette raison-là, là, il faudrait, si on a les moyens, c'est de regarder ça, ce qui se passe au niveau des premiers cycles. Parce que si vous regardez à la fin, c'est ça ce qu'on obtient. Mais pour les premiers cycles, si on a les premiers cycles, je vais vous montrer combien on obtient au premier cycle. Si vous avez 5 cycles, ou bien 10 cycles, on est à 1 million. À partir de 1000 copies, si on commence à partir de 1000 copies, au départ, parce qu'une seule copie, c'est 2 à la puissance n. D'accord? Si on a x copies, c'est x fois 2 à la puissance n. Donc là, on a 1000 copies. Donc au niveau de cycle n est égal à 10, n cycle, on va obtenir 1 million de copies. Si c'était une seule copie, ça va être 1000, presque 1000. Si c'est 1 million de copies, si on a 1000 copies au départ, on va obtenir 1 million. Donc là, c'est 1 million. Là, après 20 cycles, c'est presque 1 milliard. 30 cycles, c'est presque 1000 milliards. Donc presque au niveau de chaque cycle, là, à partir de 1000 copies, on va obtenir 1 million au niveau de 10 cycles. 1 million après 20 cycles. Pardon, 1 milliard après 20 cycles. Et 1000 milliards après 30 cycles. Mais bien sûr, ça, c'est la phase exponentielle. Mais ça, ce n'est pas possible. Regardez, si j'utilise les quantités que j'ai au niveau des amorces, ce que vous avez utilisé au TP, c'est presque, on est à, voilà, c'est presque dans les 1,5. On est presque dans les TP, ce que j'utilise généralement, c'est dans les 3 fois 10 puissance 12 amorces, molécules d'amorce. 3 fois 10 puissance 12, bon, le maximum qu'on peut y aller entre 30 et 35 cycles. Mais ça, presque, on va les utiliser en totalité. Mais généralement, l'efficacité va diminuer au cours du temps. C'est ça ce que j'ai dit, l'efficacité va diminuer. Et comme l'efficacité va diminuer, ce n'est pas comme au départ. Au départ, je vais avoir les 2 à la puissance n. Mais plus je vais y aller dans le temps, plus le 2, ça ne va plus être 2, ça va être 1, quelque chose à la puissance n. Donc, ça va diminuer. Et donc là, on n'aura pas de la même manière ce qu'on avait au départ. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est regarder au début. Regarder, détecter les molécules au début. Pour la détermination de la quantité initiale de votre acide nucléique, de votre ADN, la quantité initiale de votre ADN ciblé, il faudrait regarder la phase exponentielle, donc 2 à la puissance n, et donc là, on est obligé à regarder au début de la réaction PCR. Et donc, au début de la réaction PCR, on a des quantités faibles, on a des quantités faibles d'amplifiants, qui ne sont pas détectables sur gel d'agarose. Si vous vous rappelez, je vous ai dit dans le cours avant, c'est-à-dire là, il faudrait avoir presque supérieur à 50 nanogrammes. Une bande de supérieure à 50 nanogrammes, qu'on le voit, elle est détectable sur le gel. Mais s'il est inférieur à 50 nanogrammes, ça sera très difficile de le voir. Et là, la quantité est faible, on ne peut pas la voir au début. Au début, c'est très difficile de voir
l'ADN sur le gène. Donc, il faudrait trouver un autre système. Alors, le système qui est possible, c'est de regarder au départ, au lieu d'utiliser ça, c'est d'utiliser, par exemple, ce que j'appelle cette méthode-là, c'est ce qu'on appelle le Silbergreen. Le Silbergreen, qu'est-ce qu'il va faire? Ce sont des molécules, là, ce sont des molécules qui ont une affinité, là, pour l'ADN double brin. Donc, si c'est de l'ADN simple brin, il ne se fixe pas. Il se fixe. Donc là, je vais mettre là pour comprendre de manière beaucoup plus. Il se fixe, pour comprendre de manière très simple, il se fixe sur l'ADN double brin et pas simple brin. L'ADN simple brin ne se fixe pas. Regardez là, il y a une hybridation de l'amorce, il commence à se fixer, il va émettre de la fluorescence. Il va émettre de la fluorescence une fois qu'il y a l'hybridation. Là, il commence à synthétiser, regarde, la fluorescence, elle est importante. Il vous donne assez de fluorescence. D'accord? Et donc là, la fluorescence là, il est en relation avec là, ce que vous avez comme double brin. Il est en rapport avec ce que vous avez comme double brin. Là, vous avez synthétisé, vous allez avoir plus. Donc là, on va reprendre ça au niveau de notre PCR. Dénaturation. Là, si vous avez, là, il va se fixer ici, il va commencer à se fixer ici. Là, il va commencer à se fixer et émettre de la fluorescence. Vous voyez? Là, il va se dénaturer. Après renaturation, là, regardez la fluorescence là. Regardez ce cycle. Là, au départ, il s'est fixé ici. La fluorescence, là, regardez, si j'ai une quantité X, là, j'ai X1. Là, ça va être 2 fois X1. Là, c'est 4 fois X1. D'accord? Donc là, ça va dépendre du cycle. Chaque cycle, ça va dépendre. Il va augmenter la fluorescence. Là, regardez là également. Voilà. Ainsi de suite, va être 8 fois. Donc là, il me renseigne cette fluorescence parce que il faudrait avoir seulement un détecteur pour détecter la fluorescence et je peux détecter en fait les quantités dès le départ. Mais bien sûr, il y avait toujours un seuil parce que les seuils de détection, comme pour le bromure dilithium au niveau du gel, également pour le Silbergreen. Au départ, s'il y avait 2 copies, tout ça, ça va être très difficile. Mais plus je vais y aller, je vais augmenter, je vais détecter la fluorescence. Donc, si j'ai une PCR un peu différente par rapport à la PCR que vous avez vu au niveau de TP. Alors, une PCR où je vais avoir un détecteur. Une PCR où je vais avoir, je vais mettre le nom exact, pas vulgarisé, comme pareil, c'est le thermocycleur. D'accord? Qui contient un détecteur de fluorescence. Un détecteur de fluorescence. Donc, au fur et à mesure, quand le thermocycleur dénaturer, et puis il va réaliser l'hybridation, là, il détecte, en même temps, le détecteur détecte. Il va détecter la fluorescence. Après, il va se dénaturer, hybrider, détecter la fluorescence. Donc, au cours du temps, il va détecter la fluorescence au cours du temps, au cours du travail de la machine, de l'appareil. D'accord? Donc, la machine travaille, en même temps, il va détecter la fluorescence. Et donc, comme ça, on va détecter, je vais voir, c'est ça. On va détecter la fluorescence. Regardez là. Ça dépend, il va détecter la fluorescence dans l'appareil. D'accord? Je vais voir s'il y a un autre. Bon, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en même temps? C'est-à-dire là, ce que je vois ici, maintenant, je vais le voir au niveau de l'appareil. Il va le détecter avec des points. Chaque fois qu'il détecte, il va me donner un point. C'est ça ce que je vais mettre ici. C'est ça. Là, les points, c'est l'hybridation. Là, quand il apparaît, c'est la synthèse. Au niveau de la synthèse, il donne un point. Là, il donne pour l'autre cycle un point. Regardez, pour chaque cycle, il me donne un point. Pour chaque cycle, il va me donner un point.
Pour chaque cycle, il va me donner un point. Regardez cette courbe-là. Vous suivez une seule courbe, une seule couleur. Il va me donner, ça c'est pour un échantillon. Vous voyez là, par exemple, ça c'est un échantillon. Ça c'est au niveau d'un seul tube, un tube. Là, il regarde, il va retrouver, il me donne l'information. Là, voilà, voilà, voilà. Chaque cycle, il me donne. Regardez par rapport au cycle. Ça, ce sont les cycles. Et là, c'est l'intensité. Il me donne. Vous voyez? D'accord? Pour chaque tube, ça c'est un autre tube, ça c'est un autre tube, ça c'est un autre tube. Il me donne l'information pour chaque tube. D'accord? Donc là, j'ai une idée de ce qui se passe dans mon tube au cours du temps. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, c'est une PCR à temps réel. On appelle également RT PCR. C'est Real Time PCR. D'accord? Donc, c'est une PCR à temps réel. Je regarde ce qui se passe dans mon tube. À chaque cycle, une fois il y a la synthèse, là, il va me donner un point. Un point. Et là, il va me tracer, il y aura associé, c'est lié à un ordinateur, votre thermocycleur lié à un ordinateur, et je vais obtenir des courbes pour chaque tube. D'accord? Pour chaque tube. Vous voulez voir ce qui se passe là? Parce que là, c'est un peu... Je vais vous donner pourquoi. Au départ, il y aura de la... Ça, c'est logarithmique, pour voir même les petites quantités. Parce que là, on a mis au logarithmique pour voir ce qui se passe au départ. Regardez au départ, il y a un bruit de fond. Parce que là, il va essayer de détecter ces quelques molécules de fluorescence parce que vous avez quelques copies au départ et il essaie de détecter. Et c'est pour cette raison-là qu'on le voit, c'est un bruit de fond. C'est pour ça qu'on ne tient pas compte de ça, c'est pas bon au départ. On va tenir compte une fois qu'il est vraiment dans la phase, parce que ça c'est logarithmique, l'exponentiel va être linéaire, et là, on va le linéariser parce que c'est exponentiel. L'exponentiel, il n'a pas, c'est l'échelle logarithmique, il devient linéaire. Et regardez ça, c'est la phase exponentielle. Tout ça. Parce que là, il faudrait toujours faire attention à ça pour voir est-ce que c'est... Parce que là, linéaire, ça veut dire exponentiel, parce que c'est logarithmique. C'est la même chose qu'ici. Là, c'est cette partie-là. On voit au départ. C'est ça ce qui est exponentiel. C'est pas cette partie-là qui est linéaire. Linéaire là, c'est pas bon. C'est cette partie-là. Mais là, on l'a agrandi. Parce que là, on a rendu les cellules logarithmiques et vous voyez. D'accord? Donc, c'est linéaire. Donc, si vous voudrez savoir la quantité, c'est par rapport à ça. Maintenant, on est dans la phase linéaire. Là, on peut tracer, savoir. Le départ, qu'est-ce qu'on avait au départ. D'accord? Là, on peut tracer, parce que ça, c'est linéaire. Ça, c'est linéaire. Ça, c'est linéaire. On peut tracer. Et là, il suffit d'avoir un système comme ça, et on peut tracer. D'accord? Voilà le premier point à comprendre. On ne va pas entrer dans d'autres détails, d'autres méthodes parce qu'il y a plusieurs méthodes à part le Sibylline. On ne va pas entrer dans ça, parce que ça va être un peu très difficile pour la première fois à comprendre. Si je rajoute un autre, ça va être encore très difficile à comprendre. C'est pour ça qu'on va se contenter de ce mot de Sibylline. Il y a plusieurs moyens de détection. On va s'en passer sur les autres moyens de détection. Voilà le profil d'expression, d'amplification. Ça, on appelle également le RT-PCR. Le RT-PCR, on l'appelle également QPCR. QPCR, là, c'est pour real time. Et ça, c'est quantitative PCR. C'est le même nom. Mais parfois, on en rajoute ça, parce que parfois, ça donne une confusion. Parce que ça pourrait être une reverse transcriptase. Quand on travaille avec les ARN, on réalise une reverse transcriptase pour les rendre ADN, puis on réalise une PCR. C'est pour ça on a également, ça pourrait être une RT, le RT, ça pourrait être également reverse transcriptase. Mais également le QPCR, ça également c'est real time. Ça dépend de chacun comment il l'appelle, comme il veut. C'est pour ça, si vous regardez le COVID, on vous dit que c'est une QRT PCR. Parce que c'est une reverse transcriptase, c'est un virus ARN, et c'est quantitatif, et c'est une PCR. D'accord? Alors, comment quantifier? Comment quantifier? Vous voyez tout à l'heure là, c'est la phase qui nous intéresse, la phase exponentielle.
Cette phase exponentielle-là, on l'a agrandie. Là, pour savoir le cycle ici, au niveau de cette phase, on a cette phase exponentielle. Regardez là. On va tracer une ligne et comme ça, on va mettre un cycle ici. Ça, on l'appelle, ça par rapport à cette ligne-là, c'est le seuil de détection. Le seuil de détection. C'est ça ce que la ligne qu'on trace. Ça s'appelle le threshold. D'accord? En anglais. Donc, et c'est pour cette raison-là, le cycle, ça, ce sont les cycles. Ça, on l'appelle un cycle CT. Le cycle avec lequel on a la ligne qu'on appelle ça, c'est le seuil de détection. Là, l'intersection, on regarde là au niveau du cycle, ça, on l'appelle le CT. CT. T, ça provient de threshold, de seuil de détection. C'est l'intersection avec le seuil de détection. Ça va nous servir à quoi, ce CT? D'accord? Le CT, c'est pour ça que si vous avez entendu au niveau au niveau de SARS, au niveau de virus de corona, le coronavirus, le SARS-CoV-2, on parle, parfois il y avait un débat. Est-ce que c'est 45? Il y en a qui parlent de 35. Là, qui déclare positif si vous avez un CT inférieur à 45. Vous avez 45 au moins, on vous dit positif. Il y a pour d'autres, ils vous disent non, ça provient d'une seule copie pour avoir un CT de 45. Donc là, il faudrait mieux, une seule copie, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas vraiment infectieux. C'est-à-dire là, on a beaucoup plus tendance et il y en a d'autres qui, pour le plus, c'est le 35. Supérieur à 35, c'est négatif. Et pour d'autres, il faudrait juste avoir 45 au moins. Et ça, c'est positif. Pour d'autres, il faudrait au moins avoir 35. Donc ça, ce sont des débats entre les scientifiques au niveau international, mais la plupart qui est reconnu par l'OMS, c'est généralement 45. La plupart des laboratoires, c'est généralement, ils utilisent le 45, le CT de 45. Bon, ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a une molécule, quelques molécules qui seront... Parce que le CT45, ça veut dire qu'il y a une seule molécule, tout simplement. C'est-à-dire un seul virus. Bon, pour qu'il soit infectieux, c'est... Bon, on laisse ça pour les débats et tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le CT? Là, on a tracé le CT. Qu'est-ce qu'on va... On va réaliser ce qu'on appelle... Il faudrait réaliser une gamme étalon. Ou bien, ce qu'on appelle... Voilà. Là, pour la quantification absolue, je vais parler seulement dans cette partie de cours, la quantification absolue. Ça, je laisse la quantification relative pour les gens qui vont faire après pour le master, tout ça. Il y a la quantification absolue et la quantification relative. Là, dans la quantification absolue, c'est pour déterminer le nombre de copies, il faudrait avoir une courbe standard, comme une gamme étalon. La courbe standard, c'est-à-dire j'ai, par exemple, une quantité connue de la région, par exemple, de coronavirus ou bien de la région ciblée par les amorces, ciblée par les amorces. J'ai cette quantité connue, j'ai une quantité connue. Je vais mettre une gamme étalon, prendre cette quantité, réaliser plusieurs dilutions. Dilution, par exemple, 10 fois, 100 fois, ainsi de suite. Peut-être jusqu'à 10 puissance 6 fois, ainsi de suite. Je réalise plusieurs dilutions. Et ces dilutions-là, d'accord? Donc là, c'est très dilué. Donc la quantité de votre ADN, elle est très diluée. D'accord? Si elle est très diluée, donc le nombre de copies, le nombre de molécules de départ, il y a moins de copies. Et s'il y a moins de copies, ça va prendre du temps pour qu'il y aura une détection. Par contre, ceux qui sont en quantité très importante, ils vont s'amplifier. À partir de les amplifier, à partir de quelques cycles, je peux les détecter. Donc, ce que je détecte au départ, ce sont les quantités qui sont importantes. Là, ce que je détecte en finale, ce sont des quantités faibles. D'accord? Plus ça se retarde,
plus il y a moins de quantité, il y a moins de copies ciblées, moins de molécules ciblées. Et donc là, peut-être là, j'ai au départ 1 million de molécules, 10 puissance 6. Là, à la fin, peut-être j'ai seulement 10 molécules. Donc, 10 puissance 6 molécules. Donc là, si vous vous rappelez, on a la formule tout à l'heure. Y est égal le x 2 à la puissance n. Y, c'est le nombre de molécules obtenues, final. Ça, c'est final, qu'on obtient après la PCR. Ça, c'est initial. Si j'ai une copie, ça va être 2n. Si j'ai 10 copies, ça va être 10 à la puissance 10 fois 2n. Si j'ai 1 million de copies, ça va être 1 million fois 2 à la puissance n. Donc, plus le nombre de copies, plus ça va apparaître, l'amplifier, ça va être plus important, ça va être détecté. Donc, je vais avoir la fluorescence importante. Et donc, ça va se dégazer à partir de background, ça va se dégazer, je peux le voir. Et donc, par rapport au CT, je peux tracer la ligne ici. Je trace une ligne, là, et je vais déterminer le CT pour chaque quantité. Donc là, les quantités là sont connues, des quantités connues, je les trace, voilà, je peux tracer, et pour chaque, et là, je trace les CT. Donc j'ai un CT pour chaque quantité connue. Voilà un CT, un CT, un CT, un CT, ainsi de suite. Et donc je trace. C'est ça ce qui est représenté presque en rouge ici. Voilà, 1, 2, 3, les différentes dilutions que j'ai réalisées. D'accord? 10 fois, peut-être le premier le concentré, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 puissance 4, 10 puissance 5, 10 puissance 6. Voilà. Et là, j'ai les quantités. Là, ce qui va apparaître en premier, avec un CT qui est très très faible, regardez le CT, là, c'est le premier cycle. C'est là, 10 puissance, c'est le premier. Ça, c'est le 1, le tube 1, le tube 2, d'accord? Ça, le tube 1, il est là, 2, le concentré, 3, 4, 5, d'accord? 6, et ça, c'est le 7. Donc, le tube 7, il est là. Donc, il va avoir, et c'est lui, c'est ça le 7, le tube 7. Une grande quantité, c'est lui qui va se dégager en premier, ça va apparaître avec la fluorescence importante, ça va apparaître. Donc là, le CT, il est là. Ça, c'est le 6, ça, c'est le 5, 4, 3 et 2, et voilà le 1. Et comme ça, je trace la courbe. C'est linéaire. C'est linéaire, tout simplement, c'est pas linéaire en fait, c'est linéaire, c'est ça, ça va être logarithmique. C'est pour ça que cette courbe-là, c'est logarithmique, le log de la quantité par rapport au CT. D'accord? Voilà, généralement, c'est donné par l'appareil. Si vous faites rentrer ça dans le logiciel, tout ça, avec des quantités, vous allez avoir la courbe. Vous allez avoir la courbe. Alors, pour celui dont la quantité par rapport à ça, je peux utiliser un échantillon maintenant. Quantité inconnue. D'accord? La quantité est inconnue dans ce cas, l'échantillon. Et je vais utiliser les mêmes amorces. Donc, c'est un autre tube. Donc là, il est là. C'est celui-là qui va apparaître ici. Donc, j'ai le CT. Donc, il suffit d'avoir le CT, il est là. Voilà son CT. Je regarde comme ça. Je peux déterminer ici la quantité. D'accord? Et ça, c'est la quantité absolue. Je détermine la quantité que j'avais dans mon tube au départ grâce à cette méthode-là. C'est pour ça qu'on appelle ça la PCR quantitative. Il m'aide à déterminer la quantité au départ. Il m'aide à déterminer la quantité au départ. C'est grâce à ça, j'utilise l'échantillon en même temps que les autres tubes, les différentes dilutions. Je vais obtenir le CT. Le CT, je l'ai mis dans la courbe ici, dans ce graphe. Et je vais retrouver la quantité. Parce que ça, c'est un graphe où j'ai les quantités connues, leur log par rapport, et ça, j'ai le CT correspondant. Donc, c'est comme ça qu'on réalise la PCR quantitative. Il y a beaucoup plus, et surtout quand on passe à tout ce qui est la quantification relative, ça, c'est encore, il faudrait faire attention, il y a pas mal de calculs,
Il y a des statistiques derrière, il y a pas mal de calculs derrière, il y a pas mal d'échantillons, il faudrait faire des répétitions. Il y a énormément parce que là, on travaille avec des petites quantités. Et quand on fait travailler avec des petites quantités, il y a pas mal d'erreurs qu'on réalise au niveau de cette PCR. Il faudrait faire attention. C'est pas comme ce que vous avez fait au TP. Donc là, je termine avec ce PCR quantitatif et on va passer au séquençage. Le séquençage de l'ADN. Bon, vous avez généralement déjà commencé à voir ça au niveau du DUG. On va commencer par la méthode de Sanger, comme l'appellent certains, bon, d'autres l'appellent Sanger, bon, vous faites ce que vous voulez. Bon, ça dépend, est-ce qu'en anglais ou bien en français, c'est pas important pour moi. Ce que vous connaissez, c'est la méthode. D'accord? Alors, la méthode, on va commencer par cette partie-là. Regardez maintenant, si je vous donne ce nucléotide, qu'est-ce qu'on va dire? Là, il y a la base. Là, il n'y a pas de OH au niveau 3 de prime. Donc, c'est un. Et là, il y a 3 phosphates. Je peux mettre D, N, T, P. Parce que je ne connais pas la base, c'est N, T, P. Et c'est un désoxy. S'il avait le 2' OH, c'est un NTP. D'accord. Regardez celui-là. Il n'y a ni 2' au niveau de prime, ni au niveau 3'. Donc là, le OH manque, les groupements hydroxyles manquent au niveau de prime et au niveau 3'. Donc ça, je vais mettre didioxy. Il y a les deux désoxy. Ce n'est pas comme celui-là. Celui-là, il y a un seul qui manque. Là, il y en a 2. Donc c'est 2 désoxy. 2 dioxy. Donc c'est DNTP. C'est ça. Il faudrait différencier entre les deux. Quand on met DNTP, c'est-à-dire 2 qui manquent. Le 2', le 3'. D'accord? Alors, à votre avis, si on rajoute ça au niveau de la synthèse, avec l'ADN polymérase, pour l'ADN polymérase, l'enzyme, on rajoute le DNTP, qu'est-ce qui va arriver au cours de la synthèse? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Je rajoute le DNTP, est-ce qu'il y aura la synthèse? Non, monsieur. Pourquoi? Non. Parce qu'il y a un manque d'un hydroxyle au niveau de 3', donc pas de formation de la liaison phosphodiesterase. Donc là, normalement, si on rajoute ça, il va rajouter ça au niveau de l'ADN, si vous avez un ADN comme ça. Ça, c'est le 5', ça, c'est 3'. Vous avez votre amorce. Vous rajoutez le DNTP, il va rajouter un seul, parce que là, il y a 3' OH. Il y a le 3' OH, ici, au niveau de l'amorce. Là, le nucléotide, là, il va avoir la liaison avec ça, ici, d'accord? Il va avoir ça, mais là, il nous donne un 3', qui ne contient pas le OH. Parce que vous avez rajouté, il vous donne un 3' sans OH. Le 3' de l'amorce, il contient le OH. Ce que vous avez synthétisé maintenant, un seul nucléotide que vous avez synthétisé, il ne contient pas le 3' OH. Donc là, il ne peut pas réaliser une élongation, une synthèse de après. L'ADN polymérase ne peut pas continuer. Il rajoute un seul nucléotide et s'arrête. D'accord? Donc c'est ça ce qui est expliqué ici. Je vais mettre là les DNTP, c'est ça ce qui est représenté comme ça, DNTP plus un DDATP. Qu'est-ce que c'est DNTP? Tout simplement, les DNTP, ça veut dire DATP, DCTP, DGTP et DTTP. Les 4 nucléotides. Le N, c'est 4 nucléotides possibles, regardez les 4. Mais en même temps, j'ai rajouté DDATP. Donc là, il y a pas mal de A, il y a énormément de A, mais j'ai rajouté une proportion, une faible quantité de DDATP. Vous voyez? Il y a là et là. Donc là, voilà l'ADN matrice, il est là. Ça, c'est de l'ADN matrice.
D'accord? Là, c'est votre amorce, il est là. Là, c'est votre amorce. D'accord? Ça, c'est l'ADN matrice. Et je vais commencer la synthèse. Je commence la synthèse. Et là, à partir de cette amorce, 3', d'accord? Il va rajouter un G en face de C. Après, il rajoute ici en face de G un C. En face de A un T. Là, il arrive ici. Il a deux possibilités. Soit rajouter le A, soit rajouter le A rouge. Le A rouge, c'est le DATP, soit rajouter le DATP. S'il rajoute le DATP, il va continuer. Parce que là, le DATP, il nous donne le 3'OH. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de 3'OH. C'est 3'H. Là. Il n'y a pas de 3'OH. D'accord? Donc, il arrive ici, il continue. Il va synthétiser, rajouter ici C, il rajouter TG. Il arrive là, il a deux possibilités en face de T, il va synthétiser. Il peut rajouter le A, qui est bleu, ou bien rouge. S'il ajoute le A qui est bleu, qui est là, qui est bleu ciel, il y a le 3'OH, il peut continuer. Il arrive à ce T. Alors, là, il va rajouter, s'il rajoute le A qui est rouge, il n'y a plus de 3'OH, il va s'arrêter. Vous voyez? Donc, question de probabilité, il peut rajouter soit celui-là, soit celui-là. C'est sur cette base-là qu'on va travailler pour détermination de la séquence. D'accord? Vous avez compris ça? Donc, c'est tout simplement un mélange dans votre tube. Donc, vous avez un mélange dans votre tube où j'ai ici, j'ai la matrice, j'ai l'amorce, j'ai le tampon adéquat, l'ADN polymérase, et quoi encore? Le DNTP. Dans ce cas-là, ce cas bien précis, j'ai le DDATP. Et donc là, je vais avoir des arrêts au niveau, chaque fois que je rajoute, si je rajoute le A ici, ça va s'arrêter. D'accord? Mais il faudrait faire attention là, à un autre point très important, la matrice. Et comme j'ai dit toujours, je vous ai rappelé chaque fois, au niveau, que ce soit au niveau de coupure par enzyme de restriction, toujours, je n'ai pas une seule molécule. Je peux avoir, là, si ce n'est pas des millions de molécules, ou des milliards de molécules. Et donc là, si on a des millions, des milliards de molécules, on aura quelques molécules, on aura un arrêt ici, et quelques molécules, on aura un arrêt ici, et quelques molécules, on aura un arrêt ici. Ce n'est pas toutes les molécules, chaque molécule, il y a soit un arrêt, il y a le rouge, il était rajouté ici. Dans d'autres, on a rajouté le rouge ici, on s'est arrêté. Et dans d'autres, on a rajouté le A, pardon, on a rajouté le A rouge ici, on s'est arrêté. Et dans d'autres, on a rajouté le A ici, on s'est arrêté. Donc, ça dépend pour chaque molécule. Donc, on aura plusieurs molécules synthétisées, il y aura des arrêts différents, selon la présence de ce A. La présence de ce A, ça dépend. On aura plusieurs molécules. On n'aura pas une seule molécule. Donc là, le résultat, on aura des molécules qui sont, pardon, le résultat qu'on aura, des molécules comme ça, on aura de l'ADN synthétisé comme ça, on aura de l'ADN synthétisé qui est comme ça, on aura de l'ADN qui est synthétisé comme ça. Plusieurs molécules possibles synthétisées. Ça dépend, parce que là, je parle parce qu'il faudrait toujours raisonner, pas par rapport à une seule molécule. Une seule molécule, ça c'est le schéma. Mais dans votre tube, vous avez des millions de molécules. Il faudrait raisonner dans ce sens. Des molécules il y aura une probabilité de s'arrêter ici, d'autres ils vont s'arrêter ici. Donc on va synthétiser plusieurs possibilités. La synthèse. Ce que vous avez synthétisé, c'est plusieurs ADN de tailles différentes. Et la taille, elle dépend là où il s'arrête, ou là où il trouve le A. Alors, là, c'est par rapport à A. Si on fait la même chose, on réalise la même chose. Mais là, dans ce cas-là, voilà toujours l'amorce. D'accord?
Toujours, là, on a ça, c'est l'amorce. Voilà. Ça, c'est votre matrice. Et là, de 3 primes. Bon, c'est très simplifié. Et on a rajouté là, voilà les voies des NTP. Mais là, on va résumer au niveau des tubes. Quatre tubes. Voilà les 4 tubes. Je vais appeler le premier tube A. Le deuxième tube, je vais l'appeler T, C et G. Je vais appeler 4 tubes. Je vais mettre dans les 4 tubes, je vais mettre la matrice dans les 4 tubes. La matrice. L'amorce. D'accord. Je vais mettre les DNTP. Bien sûr, le tampon. Il faut mettre également le tampon et l'ADN polymérase. Voilà, je mets l'ensemble. Qu'est-ce qu'il me reste? Je vais rajouter dans le tube A que j'ai marqué A, je rajoute ici le DDATP. Là, je vais rajouter DTTP. D'accord? Là, c'est DDCTP. Et là, c'est DDGTP. Donc, ce tube-là, on aura l'arrêt. C'est ça? On aura l'arrêt là où il trouve le A, là où il a rajouté le A. Donc, là où il rajoute le A, on aura toutes ces molécules-là. Là, celui-là, il y aura l'arrêt là où il retrouve, où il rajoute un T. Celui-là, là où il va rajouter un C. Et là où il va rajouter un G. Donc là, vous allez avoir toutes les possibilités. Donc en fait, après ça, là, on va rajouter un A. Ici. Vous voyez? Là, il va rajouter un A. Ça pourrait être A bleu ou bien A rouge. S'il rajoute un rouge, dans le cas de tube A, regardez, il va mettre là. Donc là, en face de T, on va avoir A ici, en face de ce T, en face de ce T. Donc on aura 3 possibilités d'arrêt. Là, là et là. Regardons par rapport à T, par rapport au tube T. Donc on va s'arrêter, on va rajouter, là on va rajouter le T. Le T, on va le rajouter ici, et là, ou bien ici, en face de ça, ou bien en face de ça. Donc là, on va avoir G6 là, AT, on peut avoir ça, d'accord? On peut avoir également ça. D'accord? Pour le C c'est en face de G, c'est là. D'accord? Ou bien là, ou bien là. Voilà les... Et pour l'autre également, pour le C, pour le G. Et donc, chaque tube, il y aura des arrêts totalement différents. Mais regardez, chaque tube, la différence entre, si on rassemble les 4, la différence est un seul nucléotide. D'accord? La différence est un seul, si on rassemble les 4. Mais on va les laisser, chaque tube à part. Et on va séparer. Séparer. Bien sûr, ça, c'est le moins vers le plus, ils sont chargés négativement. Les petites tailles vont migrer rapidement. Celui-là, regardez celui-là, c'est là, il va migrer ici. On va mettre ça, c'est le 1. Ça, c'est le 1. Il va être là. Celui-là, il est un peu plus grand que ça. On va mettre ça, c'est 2. Il va être là. Ainsi de suite. Regardez. Et donc, et ça, je vais mettre là, de manière générale, là, c'est là où j'ai mis mon tube. Je vais faire le load, de charger le tube A. Là, j'ai chargé le tube T, le tube C et le tube G. Alors, pour lire, regardez, il faudrait lire à partir dans le sens 5'3'. Dans le sens 5'3'. Donc, le plus petit, c'est à partir de ça. 5', ça, vers 3'. Donc, le 5', c'est A, ici. Donc, je vais lire, c'est A.
5' vers 3'. Le deuxième, c'est T. Troisième, là, c'est G. Après, là, c'est T. Là, c'est C. Là, c'est A. Là, c'est G. Là, c'est T. Là, c'est C. C. Et puis A. Et puis G. D'accord? Donc, c'est ça ma séquence. De 5' vers 3'. Et comme ça, je détermine ma séquence. D'accord? Généralement, ce qu'on faisait, c'est avoir ça, une partie radioactive. C'est généralement ça, c'est radioactif. Ça, c'est radioactif. Et comme ça, on peut le détecter sur le gel. Comme c'est radioactif, on peut le détecter sur une autoradiographie. Comme ça. Sur un gel. D'accord? Vous voyez, c'est plus facile. Là, comme ça, ACGT, je peux lire la séquence à partir de ça. Je vais y aller d'ici, comme ça, pour lire la séquence. D'accord? Ça, c'est un très, très bon gel. Ce sont des gels qui sont à haute résolution. On travaille avec des hauts voltages, entre 2000 volts, 3000, 2500 volts. Ce sont des gels un peu particuliers de polychromie, mais à partir de voltages qui sont très, très élevés pour faire cette résolution. Mais c'est une résolution à un seul nucléotide. Et comme ça, on peut lire. D'accord? Mais généralement, des problèmes, ça ne marche pas aussi bien. Parce que là, à partir de l'autoradiographie, il faudrait vraiment lire et lire et lire. Regardez, parfois, on passe les après-midi, ça c'est dans les fins des années 80, on passe les après-midi pour lire et tout ça. Après, réaliser toute cette expérience et tout cet ensemble d'expériences, réaliser qu'il va prendre du temps, faire le gel, réaliser l'électrophorèse. Après l'électrophorèse, vous allez obtenir une autoradiographie, il faudrait la lire. D'accord? Alors, mais ça, c'est dans les meilleurs des cas, des bons gels, on peut obtenir 80 nucléosides. Dans les meilleurs des cas. Ça, c'est dans les meilleurs des cas, les meilleurs gels, on obtient 80 nucléotides au maximum. Au maximum. À partir d'une séquence, là, on va obtenir, là, à partir d'un gel, là, comme ça, à partir du C4, on va obtenir 80 nucléotides. Ça, c'est un très, très bon gel. On obtient 80 nucléotides. Vous voyez, on ne peut pas séquencer la totalité du génome, ce n'est pas facile. Ça, c'est dans les meilleurs des cas. Dans les fins des années 80, on va avoir 80 nucléotides à partir d'un fragment. D'accord? Donc, on ne va pas mettre ça, on va commencer à séquencer la totalité du génome. Ça ne marche pas comme ça, ce sont toutes des stratégies, c'est ça ce qu'on enseigne au niveau du master, c'est les stratégies, comment séquencer un génome. Ce sont des stratégies, ce sont des chapitres, comment vraiment faire le séquençage d'un génome, faire l'assemblage et faire la notation. C'est presque, il y a trois grands chapitres pour parler vraiment comment séquencer un génome. Ce n'est pas aussi facile qu'on vous croyez. Donc voilà, 80 nucléotides au maximum. Donc ça, avec le temps, bon, c'est de la radioactivité. C'est très difficile à réaliser parfois, surtout le gel, parfois ça se casse au cours de la manip. Donc il faudrait trouver d'autres astuces pour y aller, pour améliorer ça. Et c'est ça, avec la venue, ce qu'on appelle les DDNTP fluorescents. Des DNTP, vous gardez ça, vous ne faites pas attention à tout ce que vous voyez là. Les DDNTP fluorescents, c'est-à-dire un DDNTP fluorescent, c'est-à-dire là, vous allez avoir de la fluorescence. Je vais mettre ça comme ça, c'est de la fluorescence. Il va émettre de la fluorescence. Donc en fait, il va arrêter il va terminer, c'est un inhibiteur de la synthèse par l'ADN polymérase, c'est un inhibiteur, il n'y a pas de OH, mais en même temps, il vous donne une fluorescence. Et cette fluorescence, on va avoir des fluorescences totalement différentes par rapport à chaque tube. C'est-à-dire là, je vais vous donner, ce n'est pas par rapport à chaque tube. Au lieu d'avoir le A, on va avoir une couleur pour le A. Par exemple là. On va donner une autre couleur pour le T, une autre couleur pour le C et une autre couleur pour le G. Au lieu d'avoir ça, c'est-à-dire la radioactivité ici, au niveau des amorces, on n'a pas besoin de radioactivité, on aura de la fluorescence qui va émettre, chaque bande va émettre de la fluorescence. Par exemple, ça, ils vont émettre de la fluorescence qui est verte,
par exemple là. Ça, c'est vert, et ça, c'est vert. Regardez, ça, c'est bleu, bleu ciel, on va me mettre avec le bleu ciel. Ça, c'est bleu ciel, ça, c'est bleu ciel. D'accord? Ça, c'est jaune, par exemple. Et ça, c'est rouge. Donc maintenant, on a des couleurs. C'est possible de les rassembler en un seul tube. Au lieu d'avoir 4 tubes, on peut rassembler, au lieu de 4 tubes, on peut les rassembler un seul tube avec des fluorescences différentes pour chaque nucléotide. Fluorescences différentes pour chaque nucléotide. Regardez avec les fluorescences. Si je les mélange sur un seul puits, je peux les différencier. Il suffit d'avoir un détecteur de fluorescence qui va détecter des fluorescences différentes. Alors, c'est ça ce qui a été réalisé. Regardez, le DDCTP, on a une coloration bleue. Le DDTP, une coloration rouge, une fluorescence rouge, jaune, le DDTP. Le DDATP lui a donné une coloration, une fluorescence verte. Et le DDGTP, rouge. Donc là, en un seul tube, un seul puits, on peut les détecter. Et là, on n'a pas besoin, parce que là, on peut avoir un détecteur. Un détecteur qui va détecter, ou bien un scanner, c'est comme un scanner, pour scanner le gel, et il va détecter ce qu'il y a là-dedans. Et c'est ça la base du premier gel, du premier séquenceur de première génération. La première génération de séquenceurs, c'était comme ça. Voilà toujours le gel, c'est ça votre gel. C'est votre gel d'acrylamide, tout ça. Ce sont des grands gels de 40 cm à 50 cm, parfois jusqu'à 60, il y en a 80, ça dépend des laboratoires. Et vous avez qui sont là, on va couler le gel. Regardez le couler le gel parce que ce sont des gels qui sont très 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 fins avec un espaceur là de 0,1 mm. C'est très très petit, très fin, c'est comme une feuille. Et après, on va faire le charger ça avec les puits, dans les puits charger les échantillons et avoir la séparation, l'électrophorèse. C'est du haut voltage, il faudrait maintenir dénaturant et tout ça. Et après, c'est lié à un ordinateur qui va avoir la photo de tout ça. Vous allez avoir la photo du gel. Il est là. Et grâce au logiciel, il va nous donner la séquence. Il va déterminer la séquence. On n'a pas besoin de lire, de regarder ces orthographies, regarder au niveau, passer les imprimés et tout ça. Le logiciel, il va vous donner directement la séquence. Mais toujours, on est toujours limité par le nombre de nucléotides qu'on va déterminer, une centaine, 100, presque 80, 100. Bon, c'est toujours limité, un nombre très limité qu'on va avoir. Bien sûr, c'est une économie, ça. Au lieu d'avoir 4 puits, au lieu d'avoir les 4 puits, utiliser 4 puits pour une séquence, là, on a un seul puits par séquence. Un seul puits par séquence. D'accord? Pour chaque réaction dans un tube, on a besoin d'un seul puits. Avant, par l'autoradiographie, on a besoin de 4 tubes, 4 puits en même temps. C'est ça. Là, on a besoin de 4 tubes. Parce que la différence, c'est au niveau de chaque puits. Là, on avait mis notre échantillon. C'est ça qu'on a marqué. A, C, G, T, c'est là qu'on va déterminer la séquence. Il faudrait 4 puits. Mais là, avec les couleurs, on a besoin d'un seul puits. Donc, on a économisé. On a, au lieu de faire 4 réactions, une seule réaction, où il y aura pas mal d'erreurs. 4 réactions, c'est sujet à plusieurs erreurs. Là, on a un seul puits, un seul tube. Bon, par après, dans les débuts, presque fin des années 80, début des années 90, on a découvert, on a inventé cette méthode, l'électrophorèse capillaire. L'électrophorèse capillaire. Il y avait avant, ce n'est pas les capillaires, mais maintenant, on a cette électrophorèse capillaire. C'est un capillaire, c'est presque pour les gens de la physiologie qui ont fait de la physiologie, c'est presque la taille du cathéter. Mais c'est un peu très, très, très fin. Ce sont des tubes qui sont très, très fins. D'accord? Voilà, il est là, le cathéter, pardon. Le capillaire, il est là. C'est ça, le capillaire. On va avoir un capillaire. C'est comme un tube. Très, très fin. Les capillaires. Pour vous rapprocher, est-ce que, par exemple, pour faire le passage de sérum,
vous avez comme des tubes, c'est ce qu'ils mettent au niveau de tout ce qui est au niveau des hôpitaux, tout ça. Vous avez pour le passage de sérum, d'accord? Ça ressemble beaucoup plus aux des cathéters, mais les cathéters, c'est encore très, très, très fin. Il y a des cathéters vraiment très, très, très fins, là, un diamètre très, très petit. C'est ça qu'on va utiliser, d'accord? Et au niveau de ce capillaire, il y a un détecteur, le détecteur de fluorescence. Donc, une fois le plus petit fragment, par exemple, celui-là, le plus petit fragment qui passe, il va passer, ça va être détecté par le détecteur. Le premier qui passe, ça va être détecté. Il va mettre, voilà, il retrouve quelque chose qui est jaune. Après, 2 bleus. Après, un jaune, 2 rouges, un vert. Chaque fragment qui passe, il le détecte, il va mettre le pic de fluorescence et la couleur. Et il va donner la séquence. Donc voilà. Donc il y aura le passage, il y aura le détecteur. Il va nous donner, en fait, dans ce cas-là, voilà, il passe, il y aura la fluorescence, le détecteur. Le plus petit passe en premier, il va nous donner ça, c'est G. Le deuxième, c'est C, C. Et après, vous allez avoir voilà, ce que vous allez avoir des pics. Et il vous donne la séquence. Donc là, c'est beaucoup plus automatique. C'est beaucoup plus simple. C'est de la même manière tout à l'heure, il regarde les bandes. Maintenant, il détecte des fragments. Un détecteur, c'est plus simple. Et il vous donne la séquence. Alors, c'est ça, les séquenceurs qui ont apparu au niveau de début de 90. Ça marche jusqu'à maintenant, ces séquenceurs. Très, très bien. Ce sont des séquences, ce qu'on appelle les séquenceurs capillaires. Comme vous entendez, ce sont les séquenceurs à capillaires. Là, il y a un seul capillaire, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là. C'est ça le capillaire. Alors, dans le capillaire, il y aura injection d'un polymère qui va servir, c'est pas l'agarose, c'est pas le polyacrylamide, c'est un autre polymère qui est injecté dans ce cathéter, dans ce capillaire. Et ce capillaire, on a injecté, après, il y aura l'injection de l'échantillon. Et il va migrer, et il y aura la détection des différents fragments. Bien sûr, la réaction de séquençage, vous l'avez faite avant, et là, le séquenceur, il va seulement, c'est comme une électrophorèse, un capillaire avec un détecteur. Il va détecter ce que vous avez au niveau des différents fragments. Il va détecter les différents fragments. C'est ça le séquenceur en fait. Qu'est-ce qu'il va réaliser? La séparation des fragments et les détecter. Du plus petit au plus grand. D'accord? Plus le fragment est petit, il va le détecter le premier après. Et comme ça, il va vous donner ça. Il vous donne la séquence après. Donc, ce sont des séquenceurs qui sont un peu automatiques. Là, on n'a pas besoin de faire le gel. On n'a pas besoin de faire ce gel-là, qui est vraiment casse-tête. Et parfois, ça cause des grands problèmes. Ça causait des grands problèmes au niveau du séquençage dans les années 60, fin des années 70, surtout les années 80. Ça cause des grands problèmes. Donc là, on l'a remplacé par le capillaire. Et normalement, il y a moins de soucis. Là, il y a moins de problèmes. Et c'est automatisable. Parce que ça, c'est automatique. C'est l'appareil qui va faire l'affaire. Là, on va mettre, par exemple, vous mettez une trentaine, quarantaine de tubes, et là, il va passer, il est robotisé, il va le faire passer tous. Les 20 réactions, 40 réactions que vous avez déjà établies, vous les mettez ici, et il va les faire passer. Et après, il va faire passer ça au niveau de l'ordinateur, et il va vous donner la séquence. Alors après, bien sûr, ce qui est l'évolution de ça, au lieu de 1, on a 4, 8, regardez, parce que là, c'est 8 capillaires. C'est 8 capillaires. Ce sont des appareils, au lieu d'avoir ces grands appareils avant au départ, maintenant on a des petits appareils qui sont très petits au niveau de la paillasse. C'est surtout au niveau de la paillasse. C'est ça, on avait une acquisition. Regardez, les capillaires, on ne les voit plus maintenant. Ils sont cachés. Et maintenant, c'est ça ce qui a été acheté maintenant au niveau de la réception, c'est-à-dire l'arrivage seulement au mois de septembre. On l'avait reçu au niveau de l'université. Il y avait un 4 capillaires. Mais il y a même maintenant les découvertes de 96 capillaires, ce sont les grands, mais on n'a pas les besoins, c'est pour les 96 capillaires, vraiment avoir un travail énorme. D'accord? Voilà l'appareil, il est là.
Et ça vous donne des séquences. Et là, on peut y aller maintenant à l'heure actuelle, en améliorant les différents polymères, en améliorant les polymérases, en améliorant tout un ensemble. Maintenant, on arrive à presque à 800 nucléotides au maximum. 800 nucléotides au maximum. On arrive à 800. D'accord? Dans les meilleurs des cas. Donc, si vous avez un fragment qui est vraiment de 2-3 kb, 3 kB, c'est très difficile. Il faudrait avoir la séquence, plusieurs séquences et puis à partir des chevauchements, avoir la séquence de 3 kb. On ne va pas avoir la séquence en totalité dès le départ, c'est-à-dire il faudrait le fragmenter ou bien pour avoir le séquençage. Mais sinon, à partir d'un fragment, vous allez avoir au maximum 800 paires de bases, 800 nucléotides. D'accord? Le maximum. Ça, c'est le maximum qu'on a jusqu'à l'heure actuelle. Pour une réaction de séquençage. Pour une réaction. Bon, vous allez me dire, bon, ça va servir quoi ce séquençage? Ce séquençage sert énormément, surtout, regardez là, c'est un exemple, détection et identification de bactéries non cultivables sur milieu de culture. Comme le nom l'indique, regardez, non cultivables. Ce qu'on a à l'estimation qu'on a à l'heure actuelle, presque qu'on peut cultiver, ce qui est le monde des bactéries, ce monde bactérien, ce qu'on peut cultiver à l'heure actuelle, qu'on a des milieux adéquats pour les cultures, ce que vous avez déjà vu au niveau de TP de microbiologie, et la plupart de ce qu'on a au niveau mondial, la majorité, ça ne dépasse pas les 1%. On a les 1% de bactéries qu'on peut cultiver sur un milieu de culture. 99%, on ne peut pas les cultiver. Donc, ce qui est autour de nous, ce qui se voit pas dans notre tube digestif, sur nos mains et tout ça, la plupart, on ne peut pas, il y a une grande partie qu'on ne peut pas cultiver, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Alors, grâce à cette méthode, il y a des méthodes. Parce que les bactéries, on peut les caractériser c'est-à-dire par ce qu'on appelle des barcodes, c'est par leur 16S, les bactéries. Les bactéries, par leur ARN ribosomique 16S, d'accord? L'ARN ribosomique 16S, il correspond à chaque espèce. Cette séquence-là, la séquence correspond, il a une relation avec l'espèce. Chaque espèce... Monsieur, excusez-moi de vous interrompre, mais oui? Nous avons un cours à 16h45. Avec qui? C'est... Bioanalyse. D'accord, on termine. Ça y est, c'est la dernière partie. Bon, je ne vais pas y aller pour les NGS. D'accord? Ce n'est pas pour les NGS, sauf les étudiants d'ISA s'ils voudraient voir le NGS. Mais également, moi, j'ai un cours à 17h. J'ai un cours de 17h du master. Bon, on va arrêter là. On ne va pas parler de tout ce qui est. La haute technologie maintenant, c'est ce qu'on appelle le séquençage à haut débit. Le séquençage à haut débit, il vous permet d'avoir des... on termine ça tout d'abord. Le 16S, ça nous donne la séquence de l'ARN 16S, ça nous permet de la lier avec l'espèce. Chaque séquence, ça correspond à une espèce. Alors, à partir, c'est-à-dire de ce qu'on ne peut pas voir sur la paillasse, sur n'importe quelle partie, sur votre peau, au niveau on peut faire le séquençage de ces bactéries. Tout simplement, en réalisant une PCR de ce gène-là, en réalisant la PCR, est suivi d'un séquençage. Et quand on séquence, on retrouve qu'il n'y a pas un grand nombre d'espèces qu'on n'a jamais retrouvées. On retrouve. D'accord? C'est comme ça qu'on a découvert un grand nombre de bactéries, mais ce sont des bactéries qui ne sont pas cultivables. On peut les avoir, on peut les connaître par leur séquence, par une amplification PCR, et puis suivi d'un séquençage. Ça, c'est le premier point. Ça, je termine avec l'exemple concernant le séquençage à haut débit. Le séquençage à haut débit, c'est généralement, il vous donne si on parle de réaction, ça va y aller à 150 nucléotides. On peut y aller dans certains cas jusqu'à 500 nucléotides pour ça, ce qu'on appelle la nouvelle génération de séquençage, qu'on appelle le NGS. Si vous entendez NGS, ou bien c'est la même chose que séquençage à haut débit. D'accord? C'est séquençage à haut débit.
C'est une séquence qui vous donne pour chaque des fragments, des petits fragments de 150 à 500. Mais l'avantage, cet appareil-là, il peut réaliser des séquençages de plusieurs fragments. Il peut vous donner des gigabases, des milliards en 24 heures. Mais ce sont des petits fragments qu'il vous donne. D'accord? C'est ça, le NGS, il vous donne des séquences de petits fragments. Mais là, il vous reste tout ce qui est la bioinformatique pour essayer de rassembler ça. Et ça donne, il y a pas mal, c'est-à-dire là, les analyses, c'est il faudrait avoir plus d'analyses. Parfois, on passe beaucoup plus de temps pour l'analyse que pour le séquençage. On va arrêter le cours ici. Pour le LST, pour le ISA, c'est terminé maintenant. Pour la LST, on aura terminé le TD le vendredi après-midi. Et c'est ça. Et l'examen, ce sera après les vacances, Inch'Allah. On arrête. Monsieur, pour le TP, on n'a pas de rapport à rendre, c'est bien Vous ça? allez avoir, au niveau de l'examen, il faudrait faire attention. Vous allez avoir l'examen et juste après, vous allez avoir l'examen de TP. Juste après. D'accord. L'examen de TP. D'accord, merci. Ça va se baser bien sûr, sur l'ensemble ce que vous avez vu, des questions, ce que vous avez vu, mais également sur la courbe. D'accord. Il faudrait savoir comment tracer la courbe et comment retrouver le poids moléculaire et la taille, c'est-à-dire les tailles. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y aura également une question en même temps que l'examen sur le TD. Bien sûr, l'examen, il comporte aussi bien le cours que le TD. Mais il y aura une question spéciale qui va compter beaucoup plus comme l'interro de TD. D'accord? Donc, il faudrait revoir le cours et le TD. Bien sûr, c'est pour l'examen toujours, il faudrait revoir le cours et l'examen et le TD. Mais je vais indiquer une question pour vous dire que ça, c'est obligatoire à répondre sur cette question. Parce que ça va être compté également pour le TD. D'accord? C'est ça, ce que vous allez avoir. Bon courage. Et pour le LST, c'est le vendredi pour terminer le TD, le dernier TD. Et on arrête. D'accord, merci monsieur. D'accord.